Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition sur Monaco Info. Tout de suite, les grands titres de votre journal. Nous ouvrirons ce journal avec du sport. Nous reviendrons sur le tournoi de tennis de Monte-Carlo. Jean-Christophe Dimino, Frédéric Elion et Fabien Bonilla seront sur place. Ensuite, nous découvrirons le compte-rendu de l'Assemblée générale ordinaire de la Chambre de développement économique. Et enfin, nous parlerons cuisine avec un chef libanais prestigieux, Maroun Chedid. Et nous débutons ce journal, comme chaque jour de cette semaine, en nous rendant au Monte-Carlo Country Club, où se déroule le tournoi de tennis Rolex Master. 3 journalistes sont sur place et nous font vivre l'événement. On écoute justement Fabien Bonilla. Et on débute cette page tennis par des coulisses. Avant de jouer sur le central, il faut d'abord s'entraîner. On passe donc de la salle de presse où nous sommes au cours annexe avec Jean-Christophe Dimino. Il a rendez-vous avec sa session d'entraînement matinale. On vous fait profiter de notre accès privilégié pour se rendre sur le cours numéro 11 et suivre cette session d'entraînement signée Jo-Wilfried Tsonga. Relâché, souriant, décontracté, le numéro 1 français enchaîne les combinaisons, fond du cours. Gauche-droite. Petite interview. Montée à la volée. Smash. Et enfin, séance de service. Face à lui aujourd'hui, un sparring partner géantissime, mais un petit classement pour le moment. Il s'agit d'un jeune russe qui enchaîne justement les petits tournois Challenger. Et il met un effet incroyable et puis il a aussi un slice très fort. C'est la première fois que vous jouez contre lui? Ouais, première fois que je m'entraîne contre lui. Peut-être pas la dernière. Peut-être un jour en match. Eh, pourquoi pas? On verra ça. Juste à l'extérieur, on frôle presque l'émeute pour la sortie du cours d'un certain Rafael Nadal. Et l'on se rend directement sur le cours numéro 12, où l'actuel numéro 1 mondial est en train de s'échauffer. Particularité de cette session d'entraînement, quelques heures avant l'entrée dans le tournoi du Serbe, c'est Thomas Auger, le joueur de l'équipe de Coupe Davis de Monaco, qui va servir de sparring partner. C'est dur le matin comme ça, jouer avec le numéro 1 mondial, on n'est pas habitué. Bon, c'est toujours agréable de s'échelonner contre le meilleur joueur du monde, mais bon, ça reste un échauffement. On commence par un échauffement, ça va durer une petite demi-heure. Voilà, juste bouger son corps doucement. Et surtout, ça dépend en fait de qui il va rencontrer un peu plus tard. Mais là, on va comme ça dérouler quelques phases de jeu pendant 40 minutes. Surtout avoir du bon rythme. Le rôle du sparring partner, c'est de renvoyer long, avec du rythme, de faire que le joueur en face puisse s'échauffer comme il faut. Parce que vous savez, ici, c'est un joueur qui rate pas beaucoup de balles. Bon, il se déplace comme c'est un athlète. Il est sur sa ligne, il perd pas de terrain, il frappe bien des deux côtés, il n'y a pas de faille, il a un gros revers. Voilà, il est complet et puis mentalement, il a un ascendant maintenant sur tous les autres qui fait que il est compliqué à déborder. Difficile, voire impossible à déborder. Novak Djokovic sur le court central. Quelques minutes plus tard, c'est l'Italien Seppi qui la prendra à ses dépens.
Vous apercevez derrière moi le numéro 1 mondial, Novak Djokovic. Il est en conférence de presse. Avant de voir les principaux résultats du jour, je vous propose d'écouter une légende vivante du tennis. Il a absolument tout gagné et incité des générations et des générations à pratiquer ce sport. Björn Borg, il était au Monte Carlo Country Club. Nous lui avons demandé quel était son meilleur souvenir ici à Monaco. Eh bien, vous savez, j'ai été le premier joueur à venir vivre à Monaco. C'était en décembre 1974. Je suis suédois, mon cœur est suédois, mais ici c'est comme ma deuxième maison. Le Central est un de mes cours préférés. J'ai gagné 3 fois ici. C'est sans hésiter un des plus beaux clubs du monde. Et vous revenez de temps en temps ici? Oui, nous venons assez souvent avec ma famille, parce que comme je vous l'ai dit, c'est vraiment ma seconde maison. Je me sens vraiment bien ici et je suis très heureux d'être ici cette semaine pour pouvoir suivre ce Master. On termine cette page tennis avec les résultats du jour commentés par Frédéric Hélion. À très bientôt. Opposition de style sur le court des Princes entre le jeune Australien Bernard Tomic et le fantasque Alexandre Dolgopolov. L'Ukrainien gêne terriblement Tomic avec son jeu tout en variation et ses amortis redoutables. En 27 minutes seulement, il remporte le premier set 6-2. La deuxième manche est beaucoup plus serrée, les deux hommes se rendent coup pour coup jusqu'à 5 jeux partout. C'est le moment choisi par Tomic pour breaker son adversaire. L'Australien s'empare du second set, 7 jeux à 5. La dernière manche tourne rapidement à l'avantage de Dolgopolov qui vient chercher ses points au filet. L'Ukrainien s'impose en 3 manches sur un ace 6-2, 5-7, 6-5. Après Andy Murray hier, c'était au tour de Novak Djokovic de faire son entrée dans le tournoi. Le Serbe opposé à l'Italien Seppi prend rapidement les devants 4 jeux à 0. Seppi oppose une très belle résistance, les échanges sont longs et accrochés, mais Djokovic négocie mieux les points importants. Première manche pour le Serbe, 6 jeux à 1. Même scénario dans le second set, les points sont toujours aussi disputés, mais Djokovic peut s'appuyer sur son coup droit pour déborder son adversaire. Et malgré une belle réaction de Seppi, il remporte le match 6-1, 6-4. Parmi les autres résultats de la journée, notez la victoire du septuple vainqueur du tournoi, Rafael Nadal, en 2 manches, 6-4, 6-3, face au Finlandais Jarkko Nieminen. Et son adversaire en finale, l'an dernier, David Ferrer, a lui été battu en 2 manches, 6-3, 6-2 par le Brésilien Bellucci. Enfin, Gilles Simon a sorti le Portugais Gilles, 6-3, 6-0. Ouais, j'ai fait un bon match parce que Federico c'est un bon joueur, c'est une valeur sûre sur terre battue. On sait qu'il faut faire un bon match pour gagner et c'est ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui. J'ai pas pris un très bon départ avec ce break d'entrée, mais ensuite j'ai réussi à bien me lancer dans le match, à vraiment prendre l'ascendant et puis à me sentir vraiment très bien. Donc voilà, c'est pas souvent qu'on a l'occasion de jouer des matchs finalement aussi agréables et j'ai essayé d'en profiter un maximum. Et on reste dans la page sport avec du football. La SMFC recevra Le Havre pour la 33e journée de Ligue 2 ce vendredi au Stade Louis II. Rappelons que les Monégasques restent invaincus depuis 9 rencontres. La SMFC qui a redressé sa situation en championnat à 8 points du 3e, une série qui en rappelle d'autres. Justement, Norbert Siri est l'auteur de Dag et Mounégou, un livre sur l'histoire du club. Il revient sur quelques autres belles séries monégasques. Après une petite période de tâtonnement au mois de janvier, et bien ensuite on a effectivement engagé une série comme aujourd'hui, de 9 matchs sans défaite, mais à l'époque c'était 8 victoires, 1 nul, interrompu par une défaite vers la fin de la saison, puis reprise par un dernier mois victorieux, et à l'issue de cette saison, qui avait été mal engagée par la première moitié de saison, on a réussi à monter en première division, et en première division la saison suivante. Alors justement, je vous coupe, parce que c'est assez impressionnant ce qui se passe juste après. Monaco donc quitte la 2e division, monte en première division et termine incroyable, champion de France avec encore une série. Voilà, alors Monaco termine champion de France alors qu'il venait à peine de monter en première division, et il termine par une série assez incroyable de 6 victoires consécutives, après 2 défaites un petit peu disgracieuses, 6 victoires consécutives au printemps, terminé le 2 mai par la victoire dans le vieux Stade Louis II
sur Bastia et qui lui valait donc le titre de champion de France la saison même où l'AS Monaco était monté en première division. La série la plus intéressante que nous ayons eue dans l'histoire de l'AS Monaco, c'est au cours de la saison 84-85 avec une petite extension au début de la saison suivante. Donc elle a commencé avec le dernier match de l'AS Monaco dans le vieux stade Louis II. C'était un Monaco-Auxerre juste avant Noël qui s'était soldé par un 0-0. Elle s'est poursuivie tout au long des matchs retour dans le nouveau stade Louis II jusqu'à la fin de la saison 84-85 et elle s'est achevée à l'issue de la deuxième journée ou de la troisième journée même de la saison suivante, c'est-à-dire qu'au total, l'AS Monaco en championnat de division 1, aujourd'hui de Ligue 1, avait réussi donc 20 matchs consécutifs sans défaite et je ne compte pas la Coupe de France que l'AS Monaco avait remporté à l'époque en 1985. C'était l'époque de Ettori, Ginguini, Amoros, Bellon, etc. La CDE organisait ce mardi son assemblée générale ordinaire. Il était question d'aborder le bilan 2011 avec les différentes actions menées par la Chambre de développement économique et de dévoiler son programme 2012. Reportage. L'aide au développement des entreprises monégasques et la recherche de nouveaux investisseurs étrangers, voici les deux missions principales de la CDE. En effet, la Chambre de développement économique tient un rôle essentiel en principauté. L'association représente le paysage économique monégasque. La CDE joue un rôle très important dans la principauté. C'est d'abord un rôle de fédérateur des entreprises, des activités économiques de la principauté, et c'est un rôle aussi d'interlocuteur du gouvernement. Et donc je suis très heureux que le président de la CDE m'ait invité aujourd'hui à participer à cette assemblée générale. Et ça m'a permis d'insister sur le rôle que joue la CDE pour l'attractivité. La CDE apporte deux points capitaux dans le renforcement de l'attractivité. D'abord, la CDE aide les entreprises installées à Monaco à trouver les marchés extérieurs, elle les accompagne dans cette démarche à l'extérieur. Et puis le deuxième volet, c'est que la CDE aide aussi des entrepreneurs étrangers à venir s'installer et investir en principauté. Et donc j'ai voulu remercier la CDE pour ce travail très important accompli par elle. Lors de l'Assemblée générale ordinaire, la CDE s'est félicitée des 50 opérations menées à bien durant l'année 2011. Plusieurs actions visant à développer les activités des 400 adhérents ont été abordées. Des opérations de promotion lors de nombreux salons et la recherche de nouveaux investisseurs ont été un franc succès. Michel Roger, ministre d'État, pour la première fois présent à cette Assemblée générale, est quant à lui revenu sur la création du Conseil stratégique pour l'attractivité. Justement, c'est en ce sens que la CDE travaille en principauté et l'année 2012 s'annonce prometteuse. Dans l'année 2012, nous avons déjà effectué de nombreuses opérations, aussi bien sur Monaco que déjà à l'étranger, en Afrique notamment. Nous allons continuer avec une très grosse opération économique en Turquie et peut-être aussi au Kazakhstan. La Chambre de développement économique joue un rôle d'interface entre le secteur public et privé. De ce fait, la CDE est un interlocuteur précieux pour le gouvernement monégasque. Et en bref, dans l'actualité, Jacques-Henri David, président de la commission de contrôle des activités financières, organisait ce mercredi une conférence sur le thème « La zone euro, crise et mutation, réflexion pour Monaco ». Fable Opéra, un spectacle pour enfants né d'un partenariat entre la direction de l'éducation nationale, l'École supérieure d'art plastique et l'Académie de musique, était présenté à l'auditorium Régnier 3 ce mardi. Christine Datomel vous fait découvrir des fables interprétées par des élèves des écoles de Monaco. Reportage. Des petits élèves de primaire des écoles de la Principauté ont joué et interprété Le Corbeau et le Renard, une création d'une pièce musicale d'Isabelle Aboulker. Très investis, les petits chanteurs étaient accompagnés au piano par le chef de chœur et compositeur Benjamin Laurent, diplômé du Conservatoire de Paris. Un projet intégrant un discours citoyen grâce au moral de chaque fable et qui s'inscrit pleinement dans le programme des activités culturelles proposé par la direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
C'est l'occasion pour eux de travailler à la fois sur un chant, mais également sur la morale de la fable. Ça rentre complètement dans le cadre de nos activités culturelles de cette année, dont la thématique était la tolérance. La Fontaine est un exemple complètement, j'allais dire, réaliste de ce qu'est la tolérance, même à notre époque. Envieuse, s'étend et chante et se travaille. Du CP au CM2, 10 classes au total se sont impliquées dans ce spectacle musical et en collaboration avec l'École supérieure d'art plastique de Monaco, 2 d'entre elles se sont chargées des décors de ce fable opéra. À l'occasion du Monte Carlo Rolex Master de tennis, Marcel Ravin, le chef du Blue Bay au Monte Carlo Bay, reçoit un invité de marque, le chef libanais Maroun Chedid. Ils vont ensemble préparer des recettes qui seront servies à l'hôtel officiel du tournoi de tennis. Justement, Patricia Navarro les a suivis dans leurs préparatifs. Non, mais c'est vrai que j'aime bien, moi j'aime bien ces produits-là, et surtout les petites courgettes d'Italie comme ça. Et quand elles sont comme ça, j'aime bien l'utiliser dans l'assiette, juste la laver comme il faut, et même plus la bousculer. Ouais. La complicité est déjà là alors qu'ils ne se connaissent que depuis peu. C'est dans les allées du marché de la Condamine que nous avons suivi les 2 chefs, Marcel Ravin et Maroun Chedid, dans la première étape du travail commun qui leur a été proposé par leurs 2 groupes. Un travail basé sur l'échange, sur le plaisir de cuisiner ensemble et avec pour finalité de régaler des convives à Monaco puis dans quelques semaines au Liban. Beaucoup d'échanges sont créés entre Monte Carlo, SBM et le Liban sur les différents aspects de nos offres. La gastronomie, c'est le cas aujourd'hui, la vie nocturne, les ballets, la culture. Beaucoup d'événements se passent entre nos 2 pays. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir 2 grandes figures de la cuisine qui vont créer pour nous des menus particulièrement créatifs. Maroun Chedid est très connu au Liban où au-delà du restaurant où il officie, il mène aussi une carrière à la télévision et dirige le département des arts culinaires de l'une des plus prestigieuses universités du pays. Accueillant, généreux, amoureux des bons et beaux produits, il a trouvé en Marcel Ravin son parfait alter ego. Moi, chaque fois que je fais une carte, je viens toujours ici pour m'en inspirer, pour savoir est-ce que les produits sont bien là, est-ce qu'ils sont bien arrivés. Mais pas toujours avec moi. Hein. Ouais, mais maintenant j'aurais une pensée pour toi. Et donc, chaque fois que je viendrai. Maroun est venu quand même avec ses produits aussi, sa cuisine. Et voilà, moi franchement je ne le connaissais pas, mais sa cuisine va complètement dans la philosophie du Blue Bay et de ce que nous faisons. Et donc, c'est une cuisine bien sûr libanaise, mais qui m'appelle très contemporaine. J'aime beaucoup cet esprit dans la cuisine. Et pour réaliser ensemble des recettes mêlant gastronomie libanaise et cuisine métissée, les 2 chefs ont choisi leurs produits avec soin. Oui. Okay. Et tiens, avec une feuille de basilic, c'est encore meilleur. Avec un peu de mozzarella et de l'huile d'olive. Quels sont les gages de sélection des produits là, que vous avez repérés depuis le début de la matinée? Comment vous procédez l'un et l'autre? Alors on voit le goût, l'odorat, à l'œil aussi j'imagine. Mais normalement, tout d'abord c'est à l'œil. On regarde et quand il y a des ingrédients ou des produits qui nous attirent, on approche et puis on commence à... C'est toujours les 5 sens. C'est toujours les 5 sens. On regarde et puis on touche pour voir la texture, comment ça sent, puis on goûte pour voir les saveurs, les arômes. Par exemple, pour ces tomates, on peut bien sentir l'acide, le sucre, le tout, même la terre. Et vous pourrez déguster le fruit des inspirations communes de Marcel Ravin et Maroun Chedid du 19 au 21 avril à la table du Blue Bay au Monte Carlo Bay Hotel. Et toujours en bref dans l'actualité, le musée océanographique de Monaco recevait ses différents partenaires ce mardi. Une soirée de gala était organisée par La Prairie, partenaire de la Fondation Prince Albert II de Monaco, en présence du souverain et de plusieurs hautes personnalités. Et voici tout de suite les cartes météo des prochains jours. Jeudi, des nuages et de la pluie sont au programme avec des températures allant de 13 à 16 degrés. Vendredi, le ciel restera partagé entre nuages et apparition du soleil, malgré une maximale de 16 degrés.
Samedi, c'est le début de week-end ensoleillé avec un mercure restant nettement supérieur au normal. Et enfin dimanche, un soleil de plus en plus hésitant en cours de journée avec des températures qui iront de 13 à 16 degrés. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toute notre actualité sur le site de Monaco Channel. À très bientôt sur Monaco Info.